Bonjour à tous, je m'appelle Yann Santerre et j'ai étudié l'architecture puis le génie civil. Donc j'ai fait une double formation à Marne-la-Vallée entre l'école d'architecture et les ponts et chaussées. Puis j'ai travaillé quelques temps comme ingénieur structure, puis comme architecte sur des projets de stade notamment, avant de travailler à mon compte quelques années et déménager à Brest pour lancer Goulen. Et alors, de cette double formation, c'était vraiment un vrai complément. Euh, j'aime bien me dire que je suis architecte des ponts et chaussées, en disant que c'est une formation qui est un vrai complément sur les aspects techniques et qui permet de s'ouvrir, enfin, dans la pratique, même si on ne pratique que comme architecte, d'avoir fait des études en ingénierie, ça permet déjà d'ouvrir la discussion simplement avec des ingénieurs qui ont un autre langage, une autre façon de réfléchir. Et puis ça ouvre des sujets techniques qu'on est capable d'appréhender et au moins de saisir les enjeux. Et donc c'est un vrai complément et je trouve que c'est assez riche de compléter sa formation, que ce soit par de l'ingénierie, mais ça peut être par d'autres domaines de la sociologie, de la philosophie, donc soit des sujets techniques ou littéraires, mais de compléter sa formation d'archi par d'autres études. Ça permet vraiment de donner un peu un axe à son approche architecturale et je trouve que ça enrichit vraiment la vision qu'on a de ce métier. Et j'aime bien, c'est vrai, cette opposition que fait Claude Lévi-Strauss là dans La pensée sauvage entre le bricoleur et l'ingénieur. Donc c'est la figure de l'ingénieur qui définit comme un concepteur qui conçoit hors du monde. Et donc dans sa définition, l'ingénieur en fait développe des concepts qu'il applique au monde. Et donc il me semble que c'est vraiment une pensée un peu du XXe siècle, c'est-à-dire que on conçoit des choses et puis ensuite on se donne les moyens matériels de le produire, de le réaliser ou de concrétiser cette idée. Et il me semble que le XXIe siècle sera plutôt un siècle de bricoleur. Alors la définition qu'il en donne, c'est le bricoleur, c'est celui qui fait à partir des choses. Donc le bricoleur, il a dans son atelier plein de choses à sa disposition, et puis il va avoir un projet, il va avoir envie de faire quelque chose, et il va se dire comment je vais, à partir de toutes ces choses, réaliser autre chose. Et c'est même, le projet naît de la contemplation de tous ces objets, et de cette contemplation, il en crée un projet. Et donc c'est très différent de partir de ce qui existe pour inventer de nouvelles choses, plutôt que de partir avec quelque chose de théorique et de soumettre quelque part le monde et la matière à sa pensée. Et donc c'est en tout cas la démarche qu'on essaie d'avoir avec Goulen, en se disant on a des ressources disponibles, on se pose plutôt la question de qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va faire, et comment on va le valoriser, quelles sont ses propriétés et ses qualités, et comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en œuvre pour en avoir des applications. Alors les premiers essais, en fait, on les a réalisés dans le sud de Bretagne. Moi, je suis originaire du Morbihan, près de l'estuaire de la Vilaine, d'où on a tiré le nom du projet. Donc Goulen, c'est en fait la Vilaine en breton. La Vilaine, c'est le plus long fleuve breton, donc qui traverse tout le territoire et qui se jette donc dans le sud Morbihan, entre Musillac et Pénétin. Moi, j'ai grandi dans ce coin. Et donc j'ai toujours été face à cette problématique, donc j'allais me baigner dans cet estuaire qui en fait s'est envasé depuis les années 70 parce qu'on a construit un barrage à Arzal qui a été construit pour constituer une importante réserve d'eau douce. Et depuis les années 70, tout l'estuaire en fait s'envase. Et donc constatant ça, je me suis toujours dit qu'il y aurait sans doute quelque chose à faire avec toute cette matière, parce qu'en fait elle encombre les usagers de l'estuaire, donc il y a de la conchyliculture, donc il y a une activité économique, il y a des pêcheurs, il y a aussi des plaisanciers, il y a du tourisme, et donc c'est une vraie gêne pour tous ces usagers, et c'est aussi une perturbation de l'environnement, parce que en fait cet estuaire, donc c'est une zone Natura 2000 qui est une zone protégée, et en fait ça pose une question un peu de fond qui est que ayant construit cette infrastructure, on a complètement modifié la morphologie et l'aspect naturel de cet estuaire.
Et donc il y a cette question de se dire à quel point est-ce que nos infrastructures impactent l'environnement. Et donc j'ai commencé à faire les premiers essais en essayant de trouver une solution pour valoriser ces matières qui sont évacuées et dont on ne sait pas quoi faire. Et en m'intéressant à ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait ce sujet dans l'estuaire de la Vilaine et qu'il y avait en fait un sujet dans tous les ports de Bretagne, de France, mais aussi du monde. Parce que en fait la problématique d'envasement elle provient d'un phénomène de physique. Et quand on ralentit un courant, comme dans un port, le but c'est de ralentir les courants, ralentir la houle. En fait, toutes les particules qui sont en suspension dans le liquide, elles viennent se déposer au fond. Et donc inévitablement, ça s'envase. Donc tous les ports en fait ont cette problématique. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, ils ont très peu de pistes de valorisation. Donc la plupart des matériaux sont juste évacués et rejetés au large, ce qui perturbe les écosystèmes marins parce qu'on vient les recouvrir sous de l'argile. Qui sont c'est des matières imperméables, donc on vient étouffer toute une biodiversité, etc. Et ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement, puisque l'envasement, alors ça dépend des cycles, en fait, c'est des cycles de sédimentation qui sont très variables selon les ports, ça dépend des régimes de courant, etc. Mais globalement, c'est entre 5 et 15-20 ans, où on doit réévacuer des sédiments pour les rejeter, sinon les bateaux, en fait, ont plus de tirant d'eau suffisant pour rentrer dans les ports, donc l'infrastructure ne devient plus praticable. Et donc il y a une ressource comme ça qui est considérable. Pour donner un ordre de grandeur, en France, c'est 40 à 50 millions de mètres cubes qui sont extraits chaque année. Donc ça comprend les ports, c'est majoritairement les ports, mais après il y a aussi les canaux et les barrages qui génèrent de la sédimentation. Donc c'est une ressource qui finalement est assez répartie sur le territoire, qui est liée à nos infrastructures et qui du coup pose cette question du lien qu'on a à l'environnement et surtout, aux environnements naturels et nos infrastructures qui perturbent des écosystèmes naturels. Et surtout, c'est une ressource qui est disponible, qui est difficile à valoriser aujourd'hui. Donc je disais, la plupart sont rejetés au large et une partie est ramenée à terre. Et pour les valorisations à terre, aujourd'hui, il n'y a pas de filière vraiment qui existe. Donc il y a vraiment des matières disponibles qu'on peut utiliser. Et le but donc du projet Goulen, c'est d'utiliser ces matières avant d'aller utiliser des ressources de carrière. On se dit qu'il faudrait déjà utiliser tout ce qui est à notre disposition. Donc c'est le cas des sédiments portuaires pour le coup sur le littoral, et c'est le cas de plein d'autres ressources, je pense, qui peuvent être valorisées. Donc c'est un peu une démarche de se dire on prend déjà ce qui est à disposition avant d'aller consommer des ressources finies qui ne se renouvellent pas, quoi. Alors les premières expérimentations, je travaillais encore à Paris à ce moment-là, donc je faisais des allers-retours en Bretagne. J'avais prélevé avec une pelle et quelques seaux, quelques litres de vase pour essayer de la transformer et essayer de la solidifier, parce que le but était d'arriver à produire un matériau qui puisse se solidifier, idéalement se mouler, pour pouvoir l'utiliser et le façonner pour après réaliser différents produits. Et donc les premiers essais, c'était très expérimental. C'était des tas de vases qui se décomposaient dans des assiettes. Donc je faisais ça dans ma cuisine. C'était très très exploratoire et j'ai un peu testé plein de techniques pour la solidifier. Et donc progressivement, ça s'est précisé. Alors le matériau Goulen est innovant et a un impact réduit sur l'environnement. Donc sur deux aspects, il y a cet aspect ressources. Donc on valorise des ressources qui sont disponibles et qui sont en plus produites par des infrastructures humaines. Donc quelque part on limite en fait les rejets en mer, donc on limite aussi un impact négatif qu'auraient potentiellement ces matières en les valorisant à terre. Et en plus en les valorisant, on évite d'utiliser des ressources de carrière. Donc là les sédiments, c'est surtout de l'argile, donc c'est de l'argile de carrière qui n'est pas utilisée. Et ça nous semble être une démarche, pour nous c'est du bon sens, mais de se dire on a ces matériaux qui sont disponibles, autant les utiliser avant d'aller utiliser des matériaux de carrière qui sont pour le coup des ressources finies. Donc il y a cet aspect ressources qui est important, et puis l'aspect énergie aussi. Donc comme on n'a pas de cuisson haute température, on économise beaucoup d'énergie dans le processus de fabrication par rapport à des matériaux plus traditionnels. Donc c'est deux aspects importants sur lesquels on travaille. Et donc le matériau qu'on utilise, la ressource, est très variable. C'est-à-dire qu'en fait, d'un port à l'autre, on a des compositions qui peuvent être très différentes. En fait, ça dépend du régime sédimentaire, du régime de courant.
Donc on peut avoir des sédiments qui sont très argileux, donc avec des particules très fines, ou plus sableux. Et même parmi les argiles, on peut avoir des variations de composition aussi de type d'argile. Donc la ressource en fait qu'on utilise, elle est très variable. Mais notre but, c'est justement par notre procédé, d'arriver à la normaliser. Donc c'est un travail de R&D qu'on fait pour justement arriver à intégrer cette variabilité pour en sortir, avoir des produits qui aient des propriétés constantes, garanties. Et c'est un processus qui est assez intéressant à découvrir, parce que c'est pas ce qu'on est habitué à faire en tant qu'architecte, ou même quand on est ingénieur structure. On utilise des matériaux qui sont très normés. Quand on utilise un béton, c'est telle classe de béton, une brique on sait qu'elle a telle résistance, un parpaing il a telle résistance, donc on choisit une garantie de résistance en fonction de l'application. Mais en fait tous ces matériaux proviennent de ressources naturelles, et en fait ce qui est aussi marrant, c'est de se rendre compte que c'est le cas en fait de tous les produits, ils ont tous des variabilités, donc c'était quelque chose de très perturbant pour nous au début. On se disait mais c'est hyper, ça va être très compliqué d'intégrer cette variabilité. Mais en fait, c'est le cas de toutes les ressources de carrière. Il y a plusieurs options, en fait. C'est soit adapter le procédé pour faire varier les performances, ou bien on peut aussi recomposer. Quand c'est au sein d'un même port qu'on a des compositions différentes, on peut assez facilement imaginer mixer quelque chose qui est plus argileux avec un autre type d'argile qui va mieux fonctionner, par exemple, pour retrouver quelque chose de plus normalisé, quoi. Donc c'est un procédé qui est assez intéressant, mais donc il y a l'entrée qui est très variable, et la sortie où on doit avoir au contraire quelque chose de très constant, quoi. Alors on ne rajoute ni ciment, ni résine, donc le matériau est 100% minéral, donc c'est en fait une transformation qui s'opère sur les argiles, qui permet de... en fait les argiles c'est comme des feuillets qui n'ont pas de résistance, donc c'est des feuillets d'argile avec des couches d'eau entre. Et nous, en fait, on vient créer comme des liens entre chaque feuillet. Ça vient donner une structure à la matière et du coup lui donner une résistance, et aussi une résistance à l'eau, qui est un point important. C'est-à-dire qu'on a fait des essais d'immersion de notre matériau qui est resté plus de 6 mois dans l'eau. Ça ne revient pas de la vase, et c'est quand même un point important pour nous aussi, d'avoir un matériau qui puisse à terme avoir des applications pour l'extérieur, quoi. Donc le procédé qu'on a mis au point donc est opère sans cuisson, donc on rajoute pas de résine, ce que je disais, non plus ni de ciment. Et ensuite un réel enjeu qu'on a dans nos développements, c'est de justement trouver une façon d'industrialiser le procédé, parce qu'on veut surtout pas se cantonner à de l'aménagement intérieur, même si voilà ça a aussi un intérêt d'exploration des qualités du matériau. Mais on a vraiment l'objectif, pour avoir un impact environnemental qui soit significatif, de proposer des matériaux alternatifs pour la construction, qui puissent se substituer à des matériaux traditionnels en terre cuite ou en béton, etc. Et donc on travaille à industrialiser le procédé. Pour l'instant c'est très artisanal ce qu'on fait. Sur les caractéristiques du matériau, on n'a pas fait beaucoup de tests pour l'instant. On a fait des essais de compression pour tester sa résistance, donc on est dans des ordres de grandeur qui sont assez proches d'une terre cuite. Ensuite le matériau est assez absorbant, donc un peu comme une pierre sédimentaire ou même un bois naturel, etc. En fait ça se rapproche, le matériau, et on se rend compte que le fait qu'on n'ait pas une transformation, disons, violente par une cuisson très forte ou quelque chose comme ça, on a des propriétés qui sont assez proches des matériaux naturels. Donc vraiment comme un bois, on a parfois des demandes pour des plans de travail, des choses comme ça. Donc ça peut s'utiliser, mais la problématique c'est que le matériau est absorbant, donc il faut le protéger, donc soit le huiler, soit le vernir. Et ensuite sur les propriétés plus pour les applications en bâtiment, c'est de l'argile, donc il a des propriétés de résistance thermique qui sont assez proches d'une terre cuite. Et il a l'avantage par rapport à la terre cuite d'être aussi un régulateur hygrométrique. Donc c'est un peu le pendant de ce que je disais, du fait qu'il soit absorbant. Du coup il est aussi capable d'absorber l'humidité et de la restituer, un peu comme une terre crue. Parce qu'en fait le fait qu'il n'y ait pas de cuisson haute température, on préserve les propriétés un peu naturelles des argiles. Donc c'est des qualités qui pourront être intéressantes après pour des applications en bâtiment.
On a plein d'applications différentes, on a des projets de luminaires aussi, des consoles, et pour l'instant on se limite pas trop en application. On a un peu deux activités, disons. On a en interne, nous, des produits qu'on développe, donc plutôt pour des applications architecturales, donc des crédences, etc. Et puis après, sur des projets plus particuliers, on travaille, ce que je disais tout à l'heure, avec des architectes ou des designers. Et ensuite, les différentes finitions, on peut laisser le matériau brut, sachant que voilà, il est absorbant. Donc sur les applications, il faut parfois le protéger. Et pour le protéger, on peut soit utiliser des huiles ou des saturateurs, des bouche-pores, qui évitent que des liquides puissent rentrer à l'intérieur. Et on peut aussi le vernir, donc un peu comme un béton ou comme un bois qu'on va vitrifier. On peut le protéger complètement pour le rendre imperméable et puis un peu plus résistant aux rayures. C'est pas forcément ce qu'on préconise parce que c'est vrai qu'on perd aussi des qualités de texture et de matière. Mais c'est vraiment, faut vraiment le penser comme un bois naturel, c'est-à-dire que c'est sympa d'avoir un plan de travail en bois brut, mais en même temps, s'il est juste huilé, il faut l'entretenir, il faut le protéger, il faut y faire un peu plus attention que si on le vitrifie. Donc voilà, c'est un choix en fait qui peut être fait par les clients, mais c'est un peu les trois finitions, donc il y a un peu l'aspect brut, huilé ou verni. Sur les propriétés structurelles, du matériau, on a fait des essais de compression pour l'instant simplement, où en fait on a des résistances qui sont assez équivalentes à de la terre cuite. Donc on sait qu'on est dans le bon ordre de grandeur en tout cas. Pour donner quelques valeurs, en fait, à 7 jours, on a fait des tests, en fait, on a suivi les procédures de test pour les bétons. Donc on a fait des tests à 7 jours, à 28 jours. Et à 7 jours, on a 7 mégapascals en résistance en compression et 12 mégapascals à 28 jours. Donc ça pourrait complètement s'utiliser d'un point de vue structurel, au moins pour faire du cloisonnement d'étage à étage. Parce que les résistances sont de l'ordre de grandeur de parpaing ou de briques. Donc ça pourrait s'utiliser en structure. Après, c'est pas les applications qu'on privilégie parce que c'est aussi les applications qui sont les plus contraintes d'un point de vue normatif, parce que ça met en jeu la tenue du bâtiment. Donc on essaie d'aller aussi progressivement dans les différentes applications, en commençant par ce qui est un peu le moins contraint, et puis progressivement rajouter des étapes, des contraintes sur la durabilité. Là on a beaucoup de demandes aussi pour des applications en sol. Ça pourrait remplacer des carrelages ou des tomettes. Donc on va faire des tests de classement UPEC pour résistance à l'abrasion, à la glissance. Donc ça va être une première série de tests un peu complémentaires. Et on veut aller comme ça progressivement vers d'autres applications, et qui serait un peu l'ultime, ce serait de faire des applications structurelles. Mais donc j'ai envie de dire que techniquement le matériau peut résister, mais c'est plus on privilégie pas ces applications parce qu'elles sont les plus complexes à atteindre. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi dans le matériau, c'est que on s'inspire en fait d'un procédé naturel qui est le processus de diagénèse, donc qui est le processus naturel de formation des roches sédimentaires. Donc où en fait les argiles, les sédiments s'agglomèrent et finissent par devenir de la roche. Donc notre procédé est inspiré de ce processus naturel. Donc on a le doux espoir qu'on puisse quelque part le rééroder, puis le resolidifier comme le cycle naturel en fait de la roche puis du sédiment. Donc on a cet espoir, et puis de manière plus pragmatique, on pourrait assez facilement en fait réutiliser le matériau dans le procédé, parce que en fait dans notre procédé on crée une sorte de pâte. Donc on pourrait utiliser des fragments de matériaux Guilen réintégrés dans le matériau. Ça pourrait s'imaginer très facilement, parce que le matériau, quand on le coule sur lui-même, il accroche assez bien. Donc on pourrait envisager de le réutiliser en granulat dans le procédé, ou de le resolidifier par le même procédé. Donc c'est des choses qui sont en développement aussi, qu'on n'a pas encore complètement développées. Donc ça fait partie de nos travaux de recherche. Alors sur la viabilité économique, un des intérêts aussi qu'on a à découper le projet en plusieurs phases, c'est aussi donc il y a l'aspect technique
et industriel, où là, pour l'instant on a quelque chose de plutôt artisanal, mais ça nous permet aussi d'adresser différents types d'applications, différents marchés, parce que là ce qu'on produit, c'est des matériaux qui sont fabriqués en France déjà, c'est fait à la main, etc. Donc il y a un aspect manuel presque artisanal qui est assez important, qui fait aussi qu'on a un matériau qui a des imperfections, etc., qui sont des choses qui plaisent et que recherchent des archis pour des projets. Donc on essaie de préserver ça, et du coup on vise un marché qui est quand même plutôt haut de gamme, donc tout en essayant de rester dans des ordres de prix, disons, qui sont proches d'autres matériaux traditionnels ou faits à la main. Donc je pense notamment aux éliges ou les choses comme ça. Donc on essaie de rester dans ces ordres de prix, et en fait notre stratégie c'est de faire ces projets plus particuliers, et par notre activité, financer la poursuite de la R&D. Il nous semble qu'il faut pas laisser ces sujets qu'aux industriels, parce que ils ont d'autres problématiques et une autre façon aussi de voir la construction, et il nous semble que c'est quand même aux architectes aussi de penser la construction et de penser comment on va construire demain, à la vue des enjeux aussi environnementaux, sociétaux, économiques, et c'est un peu la capacité aussi qu'ont les architectes d'avoir cette pensée un peu plus globale sur la matérialité, les territoires, les modes constructifs. Est-ce que ça a du sens de construire de telle manière en France et de faire la même chose au Japon, ou de faire la même chose aux États-Unis? C'est des questions qui nous semblent importantes, et ces sujets d'environnement en fait sont une bonne manière de les approcher et de les réintégrer au projet, parce que ce que je disais tout à l'heure, on utilise une ressource qui est locale, qui est variable, qui varie d'un port à l'autre, donc qui varie de région en région. Et donc c'est aussi retrouver un lien qu'il y avait quand on construisait avec de la pierre, avec du bois, avec des matériaux qui étaient finalement des matériaux naturels. Et du coup, de chaque région, on inventait des modes constructifs en fonction des matériaux qu'on avait à disposition. Et les sujets environnementaux sont peut-être un moyen de ramener un peu ces questions dans le débat, ou dans le débat architectural, de se dire finalement si on construit avec ce qu'on a, ça implique de réinventer la façon dont on construit, et d'adapter aussi peut-être nos constructions au lieu où on les réalise. C'est vrai qu'en tant qu'architecte, on a plutôt l'image d'un architecte qui travaille en agence, qui conçoit des projets. Mais il nous semble que, avec Mathieu là, et à travers le projet Goulen, c'est important que les architectes aillent dans différents métiers. Alors il y en a de plus en plus, j'ai l'impression quand même, qui vont faire de l'AMO, ou qui vont faire des formations complémentaires en environnement, ou aller conseiller les villes et des choses comme ça. Parce que c'est quand même un métier où on est capable de concevoir en fait à partir de choses très différentes, parce qu'il y a quand on conçoit un projet d'architecture, il y a des enjeux techniques, de matériaux, il y a des enjeux économiques, des enjeux sociaux, et puis dans la conception du projet, il y a des enjeux historiques, il y a des enjeux réglementaires, il y a aussi des dimensions humaines dans les échanges qu'on a avec le client, donc c'est un ensemble comme ça de facteurs. Donc là c'est peut-être une pensée plus d'ingénieur, mais de se dire qu'en fait par le projet architectural on essaie de faire concorder des choses qui a priori n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui parfois même vont dans des directions qui sont complètement opposées, qui vont tirer le projet dans des directions complètement opposées. Et le fait l'acte créatif de conception d'un projet permet de faire le lien avec tous ces facteurs et tous ces enjeux. Et donc c'est une façon de réfléchir qui est très particulière qu'ont les architectes ou aussi les designers, qui est de concevoir en fait et par un acte créatif faire le lien entre des choses qui a priori n'en ont aucun, ce qui est, il me semble, très différent de la résolution d'un problème. Un ingénieur qui va résoudre un problème, c'est peut-être plus les problèmes sont plus faciles à poser, disons, et cette capacité qu'ont les architectes ou les designers de concevoir
par l'acte créatif concevoir et faire marcher ensemble des choses qui sont très différentes, peuvent aussi permettre de trouver des solutions aux enjeux environnementaux. C'est-à-dire que les enjeux environnementaux aujourd'hui, c'est des contraintes qui sont très complexes parce qu'il y a des sujets d'industrialisation, de ressources, d'économie, de savoir-faire. Sur d'autres matériaux, il y a ce dont on parlait tout à l'heure, sur des procédés de mise en œuvre, donc il faut réinventer des façons de mettre en œuvre. Ces enjeux sociétaux, d'acceptabilité des matériaux ou de nouveaux matériaux. Et donc c'est des sujets très complexes qui peuvent pas être seulement des sujets de spécialistes, chacun dans leur domaine. Et en plus, c'est des sujets dans lesquels il faut avoir une créativité parce qu'il va falloir inventer des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de construire peut-être. Et donc cette combinaison à la fois de paramètres éclatés et la nécessité d'avoir un acte créatif nous fait nous dire que les architectes sont assez bien armés finalement pour penser les sujets environnementaux et du coup des enjeux qui dépassent l'architecture aussi. Et donc il nous semble des réelles qualités qu'ont les architectes pour ces enjeux, et c'est en ce sens qu'on parle un peu de penseurs de globalité, en disant qu'on a cette capacité en tant qu'architecte à penser un peu tout dans tous les sens, et finalement tout se passe dans notre tête. On finit par créer quelque chose qui va donner de la cohérence. Et une grande qualité, je trouve, de ce métier, c'est d'arriver à donner de la cohérence à des choses qui n'en ont pas. Et donc c'est assez magique et assez utile, je crois, pour résoudre les enjeux sociétaux auxquels on fait face aujourd'hui. Et pour les années à venir avec Goulen, on espère pouvoir proposer vraiment des matériaux alternatifs, d'avoir des nouveaux matériaux utilisés par les architectes, et puis que ça permette d'améliorer l'impact global des bâtiments. Je pense qu'on commence à tous avoir conscience que les enjeux sont colossaux et qu'il va falloir aussi avoir des démarches plus en rupture. On parle souvent de transition énergétique, donc on est dans quelque chose de très continu, mais on a un peu l'impression de plus en plus qu'il va falloir une rupture et qu'il va falloir quelque chose de plus violent finalement avant qu'on subisse la violence. Donc c'est un peu terrible de parler de ça, mais c'est presque ce que je souhaiterais en fait. C'est qu'il y ait une forme de violence dans les changements qui s'opèrent dans le bâtiment, dans la façon dont on conçoit les bâtiments, parce que si on est dans la continuité, ça va jamais changer assez vite. Et je pense que c'est important de prendre conscience de ça, et de prendre conscience que si on n'opère pas nous-mêmes la violence dans nos façons de concevoir ou dans les rapports qu'on a avec ça peut être des clients ou des entreprises qui veulent peut-être continuer à faire comme ils ont toujours fait et comme on a fait dans les dernières décennies. Je pense qu'il faut être capable de mettre en œuvre cette violence, parce que sinon la violence on va la subir de toute façon. On voit avec les catastrophes naturelles qui commencent à un peu pointer leur nez et qu'on commence un peu à remarquer. Et j'ai l'impression que si on veut pas la subir, il faut la créer. Et il faut créer cette rupture et arrêter de parler de transition énergétique, parce que une transition c'est trop mou, et on se rend compte qu'on en parle depuis 50 ans. Les sujets d'environnement, les sujets de transition, de nouvelles énergies, etc. Ça fait depuis des années, plus que ça fait plus d'un siècle qu'on a conscience des enjeux, et ça fait 50 ans qu'on en parle vraiment, et en se disant qu'il faut faire quelque chose, mais donc c'est plus passer ne plus parler de transition, mais parler de rupture, et ça se concrétise dans le quotidien, et quand on est architecte ou constructeur ou ingénieur, je pense qu'il faut être prêt à être plus tranché dans ses décisions, dans ses choix, dans le refus de certaines choses, parce que les enjeux sont considérables et qu'il va falloir les prendre à bras le corps pour que les choses changent vraiment, quoi. C'est pas très joyeux comme fin. Ouais. Mais
Donc il y a cette nécessité de rupture et en même temps, je pense qu'il y a plein de ressources. Donc il y a vraiment je pense dans les jeunes générations une nouvelle façon de concevoir aussi la façon de vivre, de travailler. Et je pense que la rupture, elle viendra finalement elle va venir de toute façon des gens et on le voit de plus en plus d'entreprises saisissent les enjeux et se disent qu'il va falloir changer les façons de faire et donc on a quand même l'espoir que ça va venir finalement des gens et que si tous ensemble on change nos façons de faire et nos façons de consommer, etc., c'est le meilleur moyen finalement de changer les choses, c'est d'appliquer dans son quotidien ce qu'on pense être bien.